Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo explicative du TP2. Vous allez voir que ce TP2 est assez simple. Normalement, d'ici la semaine prochaine, vous aurez tout le matériel dont vous avez besoin pour réussir ce TP. Je vais tenter de parcourir en long et en large l'énoncé afin de m'assurer que nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Je vous invite donc vivement à lire l'entièreté de cette vidéo-là parce que je vais donner quelques petites astuces au fur et à mesure qu'on va avancer. Donc là, si on vient au niveau de contenu et activité, comme c'était le cas pour le TP1, vous allez trouver au niveau de travaux pratiques, section travail pratique 2, l'énoncé du TP2, la vidéo explicative que je suis en train d'enregistrer, donc après elle sera disponible ici, et puis tous les fichiers dont vous aurez besoin pour ce TP2. Si on clique sur l'énoncé, on va le lire ensemble, comme j'ai eu à le dire dans quelques instants. Mais de la même manière, vous allez devoir télécharger ce fichier zippé. Donc, j'ai eu à mettre ce fichier au niveau de mon bureau. Je vais le dézipper. Et puis, on se retrouve avec ce dossier. Vous pouvez l'ouvrir avec PyCharm, comme on a eu à le faire pour le TP1. Donc, sans plus tarder, on démarre PyCharm. Je vais créer un nouveau projet. Et puis on va l'appeler, disons, TP2. Je vérifie que tout est bon, je fais Create et mon projet sera créé. Normalement, à ce stade de notre cours, c'est un jeu d'enfant pour vous. En patiente un temps soit peu, l'environnement virtuel sera créé et on sera en mesure de rajouter tous les fichiers dont on aura besoin pour ce TP2. Je vais réduire un peu la fenêtre et on a la possibilité de faire un glisser-déposer de tous ces fichiers dans ce dossier TP2. Ou bien faire un copier-coller. Je fais OK et puis tous ces fichiers vont se retrouver maintenant dans le dossier TP2. Et bang, check et bang, c'est le cas. Donc là, parfait. Normalement, vous avez un fichier correction.txt que vous allez remplir avec votre nom et prénom, votre numéro de dossier et puis une estimation du temps de réalisation. Et là, ce seront les correcteurs qui vont remplir les parties restantes. Vous avez un fichier décodage à faire, décodage, encodage à faire. Je vais expliquer ces deux fichiers dans quelques instants. Un fichier tp2.py et un fichier tp2test.py. Nous, on va commencer par lire l'énoncé. Comme ça, après, tout va devenir beaucoup plus simple. Donc, on revient au niveau du navigateur. On nous dit travail pratique 2, chiffrement de visionnaire. Donc, vous allez faire un peu de cryptographie. Vous allez encoder des messages et puis les décoder. Donc, ce travail est à remettre le 25 octobre 2019 à 23h59. Donc, c'est la date limite. 25 octobre 2019 à 23h59. Ce travail va compter pour 6% de la note finale. On nous dit que ce travail a comme principaux objectifs de vous faire pratiquer l'usage de la décomposition fonctionnelle, des chaînes de caractères, des listes, des dictionnaires et des fichiers. Normalement, à ce stade, on a déjà vu la décomposition fonctionnelle, les chaînes de caractères, les listes, les dictionnaires. Ce qu'on n'a pas encore vu, ce sont les fichiers. Et on verra ceci la semaine prochaine. Vous serez donc en mesure de faire la première partie du TP, comme je vais vous le montrer dans quelques instants. Et puis la deuxième partie sur les fichiers, après qu'on ait vu en classe un peu la matière, ce sera un jeu d'enfant. Pour ceux qui souhaitent prendre de l'avance, vous pourrez également le faire parce que tout le contenu en rapport avec les fichiers est déjà disponible au niveau de la section contenu et activité. On nous dit que vous constaterez que ce travail demande en premier lieu de comprendre un peu le code qui a été fourni et par la suite de réaliser un autre code, donc de rajouter un code qui va permettre de compléter le programme. Nous désirons ainsi vous faire pratiquer une aptitude importante en programmation, la lecture et la compréhension de code. Donc des fois en pratique, vous allez hériter d'un code qui a été conçu par un autre développeur, par une autre équipe de développeurs. Premièrement, il va vous falloir vous familiariser avec ce code-là avant de rajouter du code. Et c'est justement ce qu'on veut vous faire pratiquer tout au long de ce travail pratique. Le problème à résoudre est le suivant. On nous dit que le chiffrement de visionnaire, vous avez un lien vers Wikipédia où vous pourrez en apprendre davantage. Si vous aimez les vidéos, vous tapez chiffrement de visionnaire au niveau de YouTube, vous aurez plein de vidéos explicatives. Principalement, c'est une méthode de communication encodée basée sur un peu d'arithmétique, les additions et les soustractions de lettres. Plus de détails sur ce chiffrement sont disponibles à la sous-section 2.1 qu'on va lire dans quelques instants. Vous aurez à implémenter les différentes fonctions contenues dans le fichier tp2.py. Donc, si on revient au niveau de PyCharm, TP2, vous allez voir qu'au niveau de ce fichier, vous allez avoir une fonction d'encodage que vous allez devoir compléter. Et cette fonction a été très bien documentée par notre ami Mathieu.
Également la fonction décodage que vous allez devoir compléter, qui a été très bien documentée. Une fonction encodage usager qui a déjà été écrite pour vous. Décodage usager qui a déjà été écrite également pour vous, que vous pourrez utiliser pour tester est-ce que votre fonction décodage et est-ce que votre fonction encodage fonctionne à la perfection. Et pour terminer, vous aurez deux autres fonctions à compléter, une fonction encodage fichier et une fonction décodage fichier qui ont été également bien documentées. Donc en grosso modo, vous aurez quatre fonctions à compléter. Décodage fichier, encodage fichier et puis décodage et encodage. Les deux autres fonctions, encodage usager et puis décodage usager, ont été déjà complétées pour vous. Donc, vous aurez implémenté les différentes fonctions contenues dans le fichier tp2.py dans lequel le découpage fonctionnel est déjà fait pour vous. Une description du comportement attendu et des pistes de solutions accompagnent chacune des fonctions en lisant la documentation. Vous devez donc compléter le cadre fonctionnel qui vous est fourni où certaines fonctions vous sont entièrement données, comme c'est le cas avec encodage usager puis décodage usager, mais d'autres sont laissées à vous pour l'implémentation. Notez que pour des raisons pratiques, la version du chiffrement de Visionnaire qui vous est demandée diffère légèrement de celle de Wikipédia. Car au niveau de ce TP-là, on vous demande d'encoder aussi les espaces et les apostrophes et de ne pas gérer les accents et les lettres majuscules. Donc, vous n'avez pas à gérer les accents et les lettres majuscules si vous avez des messages qui contiennent ces Mitsubishi-là. Votre travail sera essentiellement réparti en deux portions. L'implémentation des fonctions d'encodage et de décodage, ainsi que la création de fonctions d'encodage et de décodage à partir de données contenues dans un fichier. Donc là, on parle de la fonction encodage et de la fonction décodage. Ici, on parle de la fonction encodage fichier et décodage fichier. J'espère que jusqu'à présent, c'est clair pour vous. Est-ce qu'il y a des questions? Donc là, si on vient à ce niveau-là, 2.1, encodage et décodage. On nous dit à la base de la technique se trouve un alphabet indexé. Avant de lire cette partie-là, sachez qu'il n'y a rien de très mathématique derrière. Donc n'ayez pas peur à lire ceci. Et de même, quelqu'un qui lit simplement la documentation qui a été écrite par Mathieu pourra réussir ce TP-là sans grand effort. Moi, je veux juste parcourir ceci avec vous, comme ça, s'il y a des parties qui peuvent porter à confusion, les clarifier et puis vous simplifier un peu la tâche. On nous dit donc à la base de la technique se trouve un alphabet indexé, où un nombre entier est associé à chacun des caractères admissibles. Dans votre cas, les caractères admissibles sont toutes les lettres minuscules ainsi que les espaces et les apostrophes. Donc on a dit qu'on ne s'intéresse pas aux accents et aux majuscules, donc les caractères admissibles, c'est toutes les lettres minuscules ainsi que les espaces et les apostrophes. Donc si vous regardez un peu le code qui est présent au niveau du fichier tp2.py, vous allez voir que on a des valeurs entières associées aux lettres minuscules de A à Z, ainsi que pour l'espace et les apostrophes. Donc là, on continue. On nous dit le chiffrement prend en entrée une phrase à encoder ainsi qu'une clé secrète pour effectuer le chiffrement et l'éventuel déchiffrement. Donc si on veut encoder un message, il faut le message. Ensuite, il faut la clé qu'on va utiliser pour encoder le message. De la même manière, si on veut décoder un message, il faut le message qui a été encodé et puis la clé qu'on va utiliser pour décoder le message. En lieu et place de dire encoder et puis décoder, vous allez entendre parler également de chiffrer et puis déchiffrer. Ok, dans ce contexte-là, considérez que c'est la même chose. Si vous entendez parler également d'encrypter et puis décrypter, considérez que c'est la même chose. Donc, dans notre cas, ce ne sont que des synonymes. Pour générer le message codé, on additionne les valeurs indexées de la IM lettre de la phrase d'entrée et de la IM lettre de la clé d'entrée. Donc, en lisant simplement cette partie-là, vous voyez que vous aurez besoin probablement d'un index. Vous vous rappelez, si on a une chaîne de caractères, on peut avoir le caractère à la position 0. On dit également le caractère à l'index 0, qui est le premier caractère, le caractère à l'index 1, ainsi de suite. Donc, probablement, vous aurez besoin ici de ces fameux index-là. Pour le déchiffrement, le même principe est appliqué. Cette fois-ci, en lieu et place de faire une addition, on fait une soustraction. Et puis, ce sera une soustraction entre les deux index. Donc, la IM lettre de la phrase qui a été encodée et puis la IM lettre de la clé d'entrée. Deux détails s'ajoutent ici. En additionnant ou en soustrayant les index des IM lettres, on peut se retrouver avec un index négatif ou encore plus grand que la taille de notre alphabet. Dans ce cas, on va se ramener à une valeur admissible en procédant à une opération de modulo de la longueur de l'alphabet. Par exemple, si on a un alphabet de longueur 28 et qu'on tente de lire l'index inadmissible 30, on ira plutôt lire l'index 30 modulo 28 de notre alphabet.
pour l'index inadmissible, moins 4, ce sera plutôt moins 4 modulo 30 qui est égal à 26 que l'on ira ici lire. Donc, c'est très simple. Si vous vous rappelez, en classe, on a vu le modulo et puis le modulo permettait de faire quoi? Le modulo permettait d'avoir le reste de la division entière entre deux nombres. Donc, si je faisais ici 5 modulo 2, la division entière entre 5 et 2, c'est ici 2 et puis le reste c'est 1. Donc, le modulo, c'est le reste de la division entière entre ces deux nombres. Mais vu d'une autre manière, le modulo, lorsque vous faites un nombre modulo un autre, ce qui est à droite, la valeur que vous obtenez comme reste ne sera jamais supérieure à ce qui a été mis ici comme opérante de droite. Donc, si vous faites 1000 modulo ici 456, la valeur ne sera jamais plus grande que 456. Donc, c'est un moyen également de borner de telle sorte que la valeur qui est obtenue ne dépasse pas ce qui a été précisé ici. Donc, en grosso modo, ce qu'on nous indique au niveau du texte, c'est que si la valeur dépasse par exemple 28, pour ne pas que la valeur dépasse 28, on va faire un modulo 28. Comme ça, on est sûr que la valeur ne va jamais dépasser 28. Donc, prenons un autre exemple. Si je fais 15 modulo 3, la réponse ne va jamais, le reste ne va jamais dépasser 3. On fait ici n'importe quelle valeur modulo 3, le reste ne va jamais dépasser ce qu'on a mis comme opérante ici à droite. Donc, vu que ici, ça c'est un dictionnaire, on voit que les valeurs possibles vont de 0 ici à 27. Donc, imaginons que, parce que là, clairement, vous voyez que ça, ce sont les clés, ici la valeur, clé, valeur. Mais vous allez créer aussi un alphabet inverse où maintenant, ces Mitsubishi vont devenir les clés et ceux-ci vont devenir les valeurs. Donc, si vous tentez de récupérer, par exemple, l'élément qui a la clé 28, ici, on voit qu'on n'a pas d'élément. Imaginez que c'est l'alphabet inverse où ces trucs de droite représentent maintenant les clés. Vous n'aurez pas d'élément à la position 28. Donc, si vous faites alphabet inverse et puis vous mettez, par exemple, crochet 28, ça ne va pas marcher parce que au niveau de cet alphabet inverse, on n'a pas d'élément qui a la clé 28. Donc, il faut faire en sorte qu'on puisse toujours ramener la valeur à une valeur qui ne dépasse pas 28. C'est pourquoi on va faire modulo ici 28. Donc, modulo, grosso modo, la taille de notre alphabet. C'est ce qui a été expliqué. Donc, si la phrase à encoder ou à décoder est plus longue que la clé secrète, on tentera d'aller lire un index i supérieur à la taille de la clé. Pour amener i à un index admissible de la clé, on ira plutôt lire i modulo la taille du mot. Par exemple, pour la clé, si on veut aller lire l'index 14, on lira plutôt l'index 14 modulo 3, ce qui nous retournerait la lettre E. Okay? Si on a comme valeur 2, l'élément à la position 2, c'est E. C en position 0, L en position 1, E en position 2. Donc, ce n'est pas L parce qu'on se rappelle qu'en Python, les listes commencent à 0. Donc, on fait modulo la longueur de la clé. Ici, clairement, c'est modulo la taille de la clé. C'est ce qui voulait être, c'est ce qui devait être écrit. Donc, cela sera modifié. Par exemple, pour la phrase d'entrée phrase et la clé secrète clé, les apostrophes indiquent seulement des chaînes de caractères. À l'aide de l'alphabet indexé associant A à 0, donc ici A est associé à 0, nous obtiendrons le message encodé suivant. Voici le traitement détaillé de deux des lettres. Donc, on vous montre par exemple comment ici le P donne un R. Et puis de la même manière, on nous montre comment le S nous donne ici le B. Essayons de comprendre. On dit pour le traitement du premier caractère qui est ici le P, donc c'est le caractère en position 0 au niveau de Python, on doit ici prendre cet index pour ce caractère, l'additionner à l'index ici du premier caractère de notre clé. Donc, on prend la valeur numérique associée au caractère en position 0 au niveau de notre mot, qu'on va additionner à la valeur numérique associée au caractère en position 0 au niveau de notre clé. Donc, si on regarde le P au niveau de l'alphabet, P est associé à quelle valeur numérique? Ici 15. Et puis C est associé à 2. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? On va additionner 2 et 15. Et si on les additionne, on obtient comme valeur 17. Et quel est, disons, le caractère associé à 17? C'est R. C'est pourquoi ici, on obtient R comme ici, disons, la version encryptée pour ce P-là. En ce qui concerne maintenant le S, c'est le cinquième caractère, donc premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Mais au niveau de Python, c'est le caractère en position 4, donc à l'index 4. Ici, on n'a pas de caractère en position 4. Donc, ce qu'on doit faire, c'est quoi? On doit prendre 4 modulo la taille de la clé.
Et ici, les valeurs possibles seront soit 0, soit 1, soit 2. On a dit que ça ne va jamais atteindre ce qu'on a ici. Donc 4 modulo 3, on a comme valeur 1. Donc en réalité, ici, on doit prendre le caractère en position 1 qui est L. Et c'est celui-là qu'on va utiliser pour trouver la valeur pour ce S en grosso modo. Donc L a comme valeur associée 11, S a comme valeur associée 18. Donc on doit maintenant ici additionner 18 et 11. Ceci nous donne 29. Et quelle est la valeur associée à 29? On n'a pas de valeur associée à 29. Donc ici, les valeurs, c'est de 0 à 27. Donc on doit faire 29 modulo 28 pour être sûr qu'on a une valeur au niveau de l'alphabet. Donc 29 modulo 28, qu'est-ce que ça donne? Ça nous donne 1. Donc en réalité, ceci sera transformé en un B plutôt, ok? Parce que 1, c'est la valeur associée au B. Et ici, ça nous donne le caractère B. Je sais que ça peut paraître un peu compliqué, vu que moi, je l'avais déjà lu, j'ai une meilleure compréhension. Mais si vous regardez les vidéos sur YouTube et puis vous lisez un peu la documentation de Wikipédia, ça va devenir très simple. Le plus important à retenir, c'est que dès qu'on a une valeur qui dépasse, si c'est en fonction de la clé, on va faire modulo la taille de la clé. Si c'est en fonction ici de l'alphabet, on fait modulo ici la longueur, la taille ici de notre alphabet. On nous dit l'application du chiffrement à des fichiers. Une fois qu'on a pu écrire les fonctions d'encodage et de décodage, nous vous demandons d'effectuer le traitement d'encodage et de décodage sur des fichiers encodage affaires.txt et décodage affaires.txt. Donc maintenant, vous allez devoir lire le contenu de ce fichier-là et puis encoder son contenu, donc chacune des lignes. Et après, vous allez lire le contenu de ce fichier et puis décoder chacune des lignes. Après avoir encodé ceci, vous allez le mettre dans un fichier encodage fini.txt. Après avoir décodé ceci, vous allez le mettre dans un fichier décodage fini.txt. Et ceci est expliqué clairement. Donc, vous allez le mettre dans un fichier décodage fini.txt et puis ici, encodage fini.txt. Donc là, maintenant, tout est bon. On nous dit le fichier TP2 contient quelques fonctions déjà implémentées. On a vu ces deux fonctions. Et puis ici, notre main. Donc, si on descend, on a notre main. Une fois que vous exécutez ce programme, ces deux fonctions seront ici exécutées. Et puis, si le code est bon, vous allez voir que tout va bien se passer. Lorsque vous viendrez au moment où vous souhaitez tester encodage fichier et décodage fichier, vous n'aurez qu'à décommenter ces deux instructions. Vous avez 4 fonctions implémentées pour lesquelles la définition et la documentation sont déjà présentes. Utilisez cette documentation pour comprendre ce que la fonction doit faire. Toute l'information relative au comportement pour chacune des fonctions, donc au comportement attendu, est contenue dans sa documentation. On vous a fourni également des tests. Comme ça, lorsque vous allez écrire par exemple la fonction encodage et puis la fonction décodage, vous pourrez exécuter ces tests histoire de vous assurer que au moins ça fonctionne un peu. Donc rappelez-vous, lorsqu'on a des tests, ça ne veut pas dire que votre code est parfait. Ça veut juste dire que votre code marche pour les tests qui ont été écrits. Donc voyez ceci comme un moyen de vous guider pour dire que vous êtes sur la bonne voie. Ce n'est pas parole d'évangile pour dire que parfaitement votre code a été bien écrit et tout. Pour exécuter vos tests, vous n'aurez qu'à exécuter ce fichier. Si je fais un clic droit et puis je fais run tp2 test, vous allez voir que ça ne marche pas. On me dit que je dois installer un module Colorama. Donc, c'est un module qui a été utilisé afin de rajouter un peu de couleur. Comme ça, quand tout est bon, ce sera en vert. Quand vous avez des erreurs, ce sera en rouge. Donc, si vous n'arrivez pas à installer ce module, parce que je sais que des personnes ne vont pas pouvoir le faire, probablement pour des raisons X ou Y, ça vient directement depuis Python. Mais pour ce module, il faut l'installer. Si vous avez essayé de l'installer, je vais vous montrer comment l'installer dans quelques instants, mais si vous avez essayé, ça ne marche pas, je vais vous demander de mettre votre code de cette manière-là. Vous allez entourer votre code de try except avec un pass. Également, où on l'utilise, c'est ici. Vous allez entourer ceci de try et puis except comme ceci passe. OK? Donc, ça, vous allez le faire uniquement si lorsqu'on va tenter de l'installer, après, ça ne marche pas pour vous. Mais normalement, on devrait pouvoir l'installer sans problème. Pour l'installer, vous cliquez sur Terminal. Normalement, lorsque vous créez votre projet, il crée un environnement virtuel pour le projet. Et puis, vous n'aurez qu'à faire conda install -c conda. Et puis, vous dites que vous souhaitez installer Colorama. Un moyen plus simple de faire ceci, c'est de cliquer au niveau de PyCharm, Préférences. Et puis, vous allez venir au niveau de Project Interpreter. Et puis, vous n'aurez qu'à cliquer sur le plus. Comme c'est une vidéo, vous pourrez ici la revoir. Et puis, vous allez rechercher Colorama. Donc, il va trouver Colorama. Vous faites installer le package. L'installation va être effectuée.
Et puis normalement, ce sera bon. Donc l'installation effectuée, je fais OK. Vous voyez que Colorama est installé, je fais OK. Et puis ce package a été installé. On aurait eu le même résultat, si on avait exécuté cette commande. Donc si vous avez eu à faire ceci, vous allez voir, ça allait l'installer de la même manière. Là, on me dit que c'est déjà installé. Après, maintenant, je pourrais faire un clic droit pour exécuter mes tests. Et pour l'instant, vous voyez, on me dit que mes tests ne passent pas parce que je n'ai pas eu à écrire le code approprié. Donc, on peut s'amuser à écrire un code. Imaginons que je me trompe ici. Le code que j'écris, c'est une boucle infinie qui fait un print de Toto. Lorsqu'il va tenter d'exécuter les tests, vu que ici il y a une boucle infinie, mon code ne va jamais ici se terminer. Donc mes tests ne vont jamais se terminer parce qu'on rentre dans une boucle infinie en grosso modo. Donc vous voyez, mes tests vont s'exécuter en boucle. Je vous le montre pourquoi, parce que vous allez travailler sur des index. Donc si vous oubliez par exemple d'incrémenter l'index, vous aurez l'impression que les tests ne s'exécutent pas. C'est juste parce que vous n'avez jamais incrémenté l'index. Donc, si vous faites une condition pour vérifier est-ce que la valeur est inférieure peut-être à 5, un truc de ce genre-là, vu que 0 sera toujours inférieur à 5, ceci va être exécuté en boucle. Donc, assurez-vous de ne pas avoir de boucle infinie, sinon vous aurez l'impression que vos tests ne fonctionnent pas. Si on regarde le code assez rapidement, on a cet alphabet-là qui est un dictionnaire. On veut avoir le dictionnaire inverse où les valeurs deviennent maintenant les clés. Et voici comment est-ce qu'on le fait. Probablement, ce qui a été fait par Mathieu, c'est quoi? Il a eu à taper inverse of dictionary au niveau de Google. Comment le faire avec Python? Et puis, vous allez voir, normalement, au niveau des réponses, on vous montre comment est-ce qu'on peut le faire avec Python pour inverser un dictionnaire. Et c'est quasiment la même chose que Mathieu a eu à mettre ici. Donc, n'hésitez pas à lire le code. C'est très important afin de comprendre comment est-ce que vous allez l'utiliser. Ici, on vous montre comment est-ce qu'on utilise la fonction encodage. Normalement, vous êtes en mesure de comprendre ceci. Veut continuer et à true. On dit tant que l'utilisateur veut continuer, on va lui demander quelle phrase il souhaite encoder et puis quelle clé il souhaite utiliser. Ensuite, on utilise la fonction que vous allez écrire pour encoder le message avec la clé qui a été passée. Et après, on va afficher la phrase encodée est ceci. Si l'utilisateur veut quitter, il va entrer 0. Sinon, s'il veut continuer, il tape une autre touche qui est différente de 0. Donc ici, l'utilisateur voudra continuer uniquement si la touche qu'il a eu entrée est différente de la chaîne de caractères 0. C'est la même chose pour décodage, simplement ici on utilise la fonction décodage. La dernière chose que je veux vous montrer, c'est une fonction qui a pour nom énumérate. Donc normalement, si j'ai une chaîne de caractères qui a le texte hello, on peut dire que pour chaque caractère au niveau de notre chaîne, on veut afficher ce caractère. Donc, chaque caractère, ce sera H, le E, le L et le O. Mais là, si vous voulez accéder à la fois au caractère et à l'index, vous pouvez utiliser une fonction qui a pour nom enumerate. Si vous utilisez la fonction enumerate, vous allez voir au niveau de caractère, vous n'aurez pas uniquement le caractère. Vous aurez en première position l'index et en deuxième position le caractère. Donc ça, c'est un tuple. Le premier élément, c'est l'index. Le deuxième élément, c'est le caractère. Comme ça, vous pourrez récupérer ici l'index et le caractère. Donc, il va mettre à chaque fois l'index au niveau de la variable temporaire index et puis le caractère au niveau de la variable temporaire caractère. Et vous pourrez faire un print de index si vous le souhaitez et puis un print de caractère. On fait un clic droit, run et ça marche. Donc, index, caractère, index, caractère. On peut même faire une phrase intéressante pour dire à l'index index se trouve le caractère caractère. Donc je fais ceci avec les f-strings. Je vais utiliser les double quotes pour ne pas avoir échappé quoi que ce soit. Oups. Et vous allez voir normalement, on aura un texte qui va dire. Donc là, je me suis trompé quelque part. Apparemment, je ne pense pas. On fait un clic droit, on fait run. Et on voit à l'index 0 se trouve le caractère H. À l'index 1 se trouve le caractère E, ainsi de suite. Donc normalement, vous avez toutes les connaissances requises pour faire ceci, excepté cette histoire de fichier. Comme je l'ai dit, on le verra la semaine prochaine. Si on revient au niveau d'ici, on vous montre comment installer Colorama, soit en utilisant ceci ou bien de manière graphique. La stratégie qui est suggérée, c'est de commencer à lire d'abord l'énoncé par vous-même afin de mieux comprendre ce qui est demandé. Écoutez la vidéo encore une fois. Également, consultez le fichier TP2 pour parcourir le code, pour être sûr de bien comprendre ce qui est demandé. Et puis, vous attaquez aux fonctions dans l'ordre. Donc, commencez par encodage, après décodage. Vous allez voir, c'est vraiment très simple, comme je vous le dis.
Voici ici les modalités d'évaluation et puis on vous explique comment comment partager votre code une fois que vous l'avez terminé. Comment déposer votre code une fois que ça a été terminé au niveau du portail. Très important, n'oubliez pas les remarques sur le plagiat. Et puis voici les différents fichiers qui vont être contenus dans votre archive.zip. Alors ce sera tout pour cette vidéo. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser au niveau du forum en utilisant la section qui est consacrée. Donc si on vient au niveau du forum, vous aurez une catégorie pour le travail pratique 2. Donc avant de terminer, j'aimerais vous montrer un exemple d'exécution d'un code fonctionnel. Donc si on vient au niveau de tp2.py, je vais tenter de faire un clic droit et puis run. Ici, j'ai eu à décommenter les parties encodage fichier et décodage fichier, ce qui a créé le fichier décodage fini et puis ici encodage fini. Si par contre, je reviens ici, j'avais décommenté ces deux autres parties-là, il allait appeler la fonction encodage usager et puis après décodage usager. Et comme je vous l'ai montré, on demande la phrase à encoder. Je mets hello world from IFT 1004. La clé que je vais utiliser, ce sera Poutine. Et vous voyez que là, j'ai une erreur. Donc, si vous avez une erreur, c'est tout à fait normal parce que nous, on a dit qu'on ne prend pas en considération les majuscules. Je vais donc réexécuter ce code-là et puis mettre des minuscules. Là, je vais mettre hello world from IFT 1004. La clé, ce sera de nouveau Poutine. J'aurai toujours une erreur parce que j'ai ici maintenant des valeurs numériques. Vous n'avez pas à gérer ceci également. Donc, on va essayer d'écrire un bon truc. Ce sera hello world from IFT. On a des trucs minuscules, on a des espaces. Bon, ici, je n'ai pas d'apostrophe, mais on n'a pas de caractère accentué, pas de majuscule, pas de valeur numérique. La clé que je vais utiliser, c'est Poutine. Et maintenant, tout se passe bien. On nous dit, voici ceci après encodage. Si je copie donc ce Mitsubishi là, et puis je tente d'exécuter maintenant décodage, puisque décodage est appelé après, je vais dire que n'importe quelle touche pour continuer, mais moi je vais décider d'encoder un autre truc. On va dire, on veut encoder Toto avec la clé T. Vous voyez que ça marche. Je vais utiliser 0 pour quitter. On me demande maintenant qu'est-ce que je veux décoder parce que ce code au niveau de décodage est exécuté. Je vais coller ce que j'ai eu à copier et je vais décoder ceci avec la clé Poutine. Normalement, si ça marche, lorsqu'on décode ceci, ça doit donner hello world from IFT. Eh bien, hello world from IFT. Et on peut décoder un autre Mitsubishi et le faire autant de fois qu'on le souhaite. De la même manière, lorsque vous allez exécuter vos tests, vous allez voir que à ce niveau-là, tout sera vert pour vous dire que tout s'est bien passé. Parce que j'ai eu à écrire le code au niveau de encodage, décodage, encodage fichier, qui est un code fonctionnel. Donc, basiquement, ça va ressembler à ça. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous n'êtes pas fatigué. J'ai eu du fun à l'enregistrer. Bonne chance pour ce travail pratique. Et je reste à l'écoute, que ce soit par courriel ou au niveau du forum. Mathieu également, qui a eu à écrire ce TP, sera présent au niveau du forum pour vous aider. D'ici là, portez-vous bien. Stay tuned and take care. Peace.